Donc merci de nous donner l'opportunité de présenter nos activités sur le plateau technique de microscopie électronique. Donc l'évolution de ce plateau, depuis 2007, même avant, il y avait deux anciens appareils que sont le MEB Géol acquis en 86 et le MEB Hitachi acquis en 97. Et ils étaient rassemblés dans le service commun de microscopie électronique des laboratoires des sciences de la vie du muséum. Et depuis 2007, il y a eu un certain nombre de départs, d'arrivées, et actuellement, il y a un recrutement en cours d'un ingénieur d'études pour ce plateau. Un des faits marquants de cette plateforme, ça a été de mettre en place la tarification des séances, qui a été effective à partir de 2011. Et puis, lors des réponses à l'appel à projet LABEX, Philippe Grelier et François Robert, responsables ATM plateforme, avaient conscience de l'état de désuétude de nos appareils et ont proposé à Jean Denis d'inclure le renouvellement de ces équipements dans l'appel d'offres, qui est bien sûr, LABEX a été accepté. Et nous avons pu acquérir en 2012 un nouveau MEB 100% financé par le LABEX. Et cette année, nous avons acquis un nouveau MET qui, lui, est cofinancé à 50% par le LABEX, mais aussi à 33% par le muséum et aussi par le DIP INE-CNRS. Donc, en termes de bilan, la mise en place de la tarification a permis pour le plateau d'avoir des recettes que nous utilisons essentiellement en fonctionnement et puis en petit équipement, ce qui permet aux utilisateurs, quand ils viennent sur ce plateau, de ne pas avoir le souci du matériel et de permettre de leur offrir une facilité d'utilisation rapide. Ne pas oublier aussi le rôle important des ATM plateformes, puisqu'ils assurent actuellement financièrement, ça permet de payer les contrats de maintenance et de payer ponctuellement des équipements, et ce qui n'est pas négligeable, ce qui est important pour ce plateau technique. Et enfin, ne pas oublier le muséum, puisque l'acquisition de nouvelles machines nécessite un certain nombre d'aménagements de locaux. Et là, on a toujours été épaulé par la direction du muséum et les services de la direction d'aménagement du muséum pour ces locaux. En termes de bilan d'activité, donc les séances pour nous c'est une demi-journée et on tourne à peu près. Alors je me suis appuyée sur le bilan qu'on a réalisé l'année dernière en 2013, mais c'est un bilan que l'on fait depuis 2007 chaque année. Donc si je m'appuie sur le nombre de séances, vous voyez qu'elles sont à peu près autour de 400. Avec des années un petit peu moins, il y a moins d'utilisation que d'autres. Alors d'une, il y a eu aussi le fait d'avoir des inscriptions, le fait de relever les séances a permis de mieux comptabiliser celles-ci. Le fait aussi de mettre en place la tarification, on a eu une forte diminution à partir en 2011, en 2012, mais ensuite qui est en train de remonter. Et puis enfin, il y a eu aussi l'arrêt de service au moment d'arrivée des nouveaux appareils. En tout cas, on a un nombre de publications qui est de l'ordre de 190 en publications référencées sur EasyWeb, donc internationales. Et je n'ai pas mis ici les chiffres concernant la valorisation scientifique via les posters, les présentations orales, les thèses, les mémoires de stage, que ce soit Master 1 ou Master 2, parce que la plateforme de microscopie électronique est vraiment un lieu de support d'acquisition de données qu'utilisent énormément nos étudiants. Alors, ce qui est intéressant, et quand on fait les bilans, ça permet de voir un petit peu comment sont utilisés ces plateaux et au travers des missions du muséum. Alors, on est surtout associé aux missions de recherche via, par exemple, les travaux publiés, mais on voit aussi que le plateau est utilisé pour dans le cadre de la mission collection. Il y a pas mal de collègues qui viennent via Synthesis, même des collègues étrangers qui viennent pendant une semaine utiliser en particulier les MEB. Collection recherche et enseignement, puisqu'il y a certaines demi-journées qui sont dédiées à montrer à nos étudiants de master comment et quelles sont les potentialités de ces machines.
Quand on regarde les bilans sur les départements du taux d'utilisation des départements de recherche du muséum, on voit que tous quasi sont concernés. Essentiellement les départements utilisent essentiellement le MEB, et puis avec aussi une forte utilisation du MET par le département RDDM. Alors, ce qui est intéressant de voir dans l'évolution, c'est que c'était un service qui était jusqu'en 2007 assez dédié aux sciences de la vie et qui maintenant devient de plus en plus dédié à d'autres sciences que celles de la vie, dont celles de sciences de l'univers. Le service de microscopie électronique à balayage du MNHN est équipé actuellement de 2 microscopes électroniques. Donc un MapGeol JSM 140A équipé d'un détecteur SE donc en électrons secondaires et un Mabitachi SU 3500 de dernière génération acquis récemment. La particularité de ce microscope électronique à balayage, c'est qu'il est équipé de 5 détecteurs. Donc un détecteur SE en électrons secondaires, comme celui du Geol, un détecteur BSE pour Backscattered Electron pour les électrons rétrodiffusés, un détecteur UVD pour Ultra Variable Pressure Detector. C'est un détecteur qui fonctionne en mode SE, mais qui est optimisé pour les images de surface en basse tension d'accélération. Un détecteur EDX pour énergie dispersive X-ray ou aussi énergie dispersive Spectrum X-ray. Donc EDX ou EDS, ça veut dire la même chose. Un détecteur STEM pour Scanning Transmission Electron Microscopy, donc il va combiner l'effet du balayage avec la transmission. Donc pour illustrer donc, ce qu'on peut faire avec les différents détecteurs, donc nous avons sélectionné quelques images. Ici, donc, pour le détecteur en électrons secondaires, qu'on utilise en vide poussée et sur des objets qui sont déshydratés et métallisés. Donc voici un exemple, par exemple si c'est un colombole, c'est un insecte, le détail du départ d'un cil. À côté, pour montrer la variabilité donc, des observations sur différents tissus, différents organes et organites. Donc ici c'est une plante où on voit très bien des stomates d'orchidées. Le détecteur UVD ou ultra variable détecteur, donc ultra pressure SE détecteur est un détecteur qui fonctionne en mode d'électrons secondaires, donc avec une basse tension, sur des échantillons qui sont non conducteurs, surtout c'est ça qui est important, et des échantillons qui sont non déshydratés, non métallisés. Donc ici vous avez une image en UVD et l'image correspondante en électrons secondaires, ce sont des bactéries vivantes qui ont été déposées sur un support et observées avec les deux modes, SE, UVD. Le détecteur BSE, c'est un détecteur qui est assez intéressant dans la mesure où on travaille sur des électrons rétrodiffusés, donc qui vont avoir une très forte énergie supérieure à celle des électrons secondaires, et sur lequel avec ce type de détecteur, on peut voir quand même des structures à haute résolution grâce à la pénétration des électrons qui va être un peu plus profonde par rapport aux électrons secondaires. Donc ça va nous permettre d'avoir des informations sur l'hétérogénéité des structures. En clair, ça veut dire que lorsque les électrons vont frapper des atomes lourds, on va avoir des images qui vont être plus brillantes dues à la forte énergie dégagée, et lorsqu'ils vont frapper des atomes qui seront qui seront plus légers, on aura des images plus sombres. Donc on va avoir donc un dégradé dans les nuances de gris qui va nous permettre d'avoir un aperçu sur les différences de structure chimique, donc des éléments de surface observés. Ici, décidément, vous avez du bois fossile qui est contaminé par des grains de pyrite. Et ici, on voit un grain de soufre qui apparaît plus clair. Les grains de pyrite, dont on voit très bien les détails, montrent clairement que c'est d'une nature complètement différente. Encore que là, la basse pression n'est pas encore poussée. L'avantage, c'est que ce sont aussi des structures qui sont observables en microscopie électronique à balayage, qui ne sont pas déshydratées, qui ne sont pas métallisées. Donc on arrive ensuite au détecteur EDX. Donc à partir des observations précédentes, donc ensuite on va affiner ce type d'observation en passant donc à l'analyse chimique des structures observées. Donc ici, vous avez une coquille d'ormeau donc, qui a été observée en UVD. Là, c'est le détail de cette zone ici. On remarque
donc des squelettes de diatomées ou frustules, ainsi que des débris ici. Et donc l'analyse donc EDX nous permet de voir que nous avons un pic de calcium que l'on voit imagé ici, donc qui correspond donc, au carbonate de calcium dans son riche liquide normaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les frustules de diatomées sont riches en silice. Et on voit très très bien que la silice n'est localisée ici, là, que sur les frustules et les débris de frustules de diatomées. Le dernier détecteur, le détecteur STAM, le Scanning Transmission Electron Microscopy, permet de combiner donc les images obtenues en balayage. Ici, c'est un contrôle avec l'image en balayage en électrons secondaires, donc qui permet donc de balayer et d'avoir une image en transmission. Et l'avantage, c'est qu'on voit très bien ici sur une image en balayage classique, donc on voit l'organisation au niveau des frustules diatomées, on voit les pores, et l'image en STAM nous montre que ces pores sont constitués de micropores. Le service de microscopie électronique en transmission dont j'ai la charge donc, est équipé actuellement d'un microscope électronique en transmission Hitachi H7100 qui est équipé donc d'un système de numérisation avec une caméra CCD. Et nous avons acquis récemment un mètre Hitachi HT7700 de dernière génération qui n'est pas encore installé, qui sera installé très prochainement dans nos locaux. Donc la particularité de ce microscope, c'est qu'il est équipé d'un détecteur STAM, de la tomographie qui va nous permettre donc de faire de la reconstruction 3D sur des images ultrastructurales, et d'un détecteur EDX pour énergie dispersive, spectrum X-ray que nous avons vu précédemment. Donc j'ai illustré quelques exemples pour montrer ce qu'on peut faire actuellement. Donc ici, c'est un exemple classique. Donc ce sont des cellules qui ont été fixées, qui ont été coupées avec l'ultramicrotome. Ce sont des coupes de 500 nanomètres de diamètre, donc qui ont été contrastées avec des contrastantes, avec l'acétate d'uranyle entre autres. Et donc on voit très bien le noyau avec la chromatine décondensée, des mitochondries zébrées très particulières. Ici, ce sont des cils. Donc ces cellules de l'épithélium du noyau des noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus sont appelés des tanicites. Une autre application, c'est la localisation spécifique de certaines protéines, donc l'immunolocalisation ou immunogold. Nous avons ici donc des embryons de souris au stade 4 cellules. Et on s'était intéressé à la localisation d'une protéine histone et son lieu de traduction au niveau du cytoplasme. Pour cela, on a utilisé donc un anticorps anti-histone, macro-H2A, et sur lequel on a collé un secondaire qui est orné de nanobilles d'or de 10 nanomètres. Et donc, on voit très très bien la localisation ici de l'histone H2A. Pour montrer ensuite, pour illustrer la puissance du microscope et donc la finesse d'observation qu'on peut avoir avec ce type d'instrument. Donc, je vous ai montré donc toujours ici. Donc, ce sont des noyaux, des blastomères, des cellules vues précédemment, donc de l'embryon de souris 4 cellules, où nous avons réalisé un double marquage. Donc, un marquage de l'histone, anti-histone H2A, et un marquage d'une protéine assez particulière, donc la fibrillarine, qui est une small nucléolaire ribonucléoprotéine, qui se trouve spécifiquement dans les nucléoles. Donc ce double marquage est fait avec des billes de 10 nanomètres pour le anti-macro H2A et pour des billes de 5 nanomètres pour la fibrillarine. Donc en fait, ce qui est important de remarquer, c'est que les billes de 10 nanomètres qu'on voit ici, un très fort grossissement, qui sont localisées sur la fibre nucléosomique, sont observables à des grossissements qui sont assez faibles pour une transmission. Ici, c'est 200 000 quand même. Par contre, les billes de 5 nanomètres que l'on voit ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, on commence à les apercevoir qu'à partir de 80 000. Bon, j'insiste sur ce fait pour un point précis, qu'on verra tout à l'heure. Donc, en microscopie électronique en transmission, on ne voit pas simplement que des coupes ultra fines. On peut observer aussi donc, des structures entières. Le fait le plus important, c'est que ces structures doivent être quand même assez fines pour que les électrons puissent passer au travers. Donc ici, par exemple, vous avez des frustules de diatomées. Et à côté, un autre exemple, ce sont donc des micro-organismes. Donc ici, ce sont des bactéries qui ont été visualisées sans coupe.
directement déposés sur une grille grâce à la technique dite de coloration négative qui nous permet donc d'avoir une image bien précise de la surface et aussi on voit très très bien les interactions entre les deux bactéries grâce à leur pili que l'on voit très très bien grâce à ce type de coloration négative. Pour finir, donc pourquoi ce choix? On voit très bien que déjà ici on a un porte-objet qui est multiple, donc on regardera plusieurs grilles en même temps, alors qu'ici on ne peut voir qu'une grille et qu'on peut voir les grilles une par une. En plus des fonctions STEM en bright field et dark field, c'est-à-dire en lumière transmise directe ou en fond noir, on a la fonction EDX, la fonction tomographie, que ne possède pas l'Hitachi actuellement en service. On a un avantage important, c'est qu'il peut fonctionner aussi en mode haut contraste, c'est-à-dire qu'on peut regarder des coupes qui n'auront pas été contrastées avec des agents contrastants, donc avec des sels de métaux lourds. Et, gros avantage aussi, étant donné que ce microscope a une résolution très importante de 0,204 nanomètres, on pourra observer des billes jusqu'à 1 nanomètre de diamètre. Je vous remercie.